Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et bien que vous êtes tranquillement là pour être informé par nos éminents journalistes. Bonsoir Daniel Compère, ça va bien? Bonsoir Mano, ça va très bien. Bonsoir à tous et à chacun. Rédacteur en chef du Progressiste qu'on voit à l'antenne, qu'on verra donc à l'antenne, voilà. Avec le 22 mai et en couverture. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je dis quand même un mot de cette photo. Bien sûr. Parce qu'elle est vraiment magnifique, cette sculpture, oui, à l'entrée du prêcheur. Elle est magnifique et nous avons tenu à la mettre en une, justement, pour bien montrer l'importance du 22 mai. Alors, c'est vrai qu'elle est bien, mais il y a aussi l'instant où cette photo a été prise qui est bien, avec le coucher du soleil. La photo, en général, là, c'est vrai que c'est magnifique. Elle est magnifique. Bonsoir. Alors là, on passe à Justice et c'est le rédacteur en chef, c'est Michel Branchi. Bonsoir, Michel. Bonsoir, ça va? Tout est à source, oui. Rédacteur en chef donc, du journal Justice et en une cette année, 1848-2016, poursuivre la lutte pour l'émancipation. Deux mots là-dessus sur la une de... Notre point de vue, c'est qu'il faut commémorer, mais qu'il faut toujours commémorer en regardant le passé, mais en se situant dans l'étape actuelle de l'histoire de la Martinique. Bon, et l'étape actuelle de l'histoire de la Martinique, de notre point de vue, c'est que si on a conquis la liberté par rapport à l'esclavage, il y a toute une série d'autres domaines. Il y a la liberté économique, il y a la liberté nationale, martiniquaise, hein. Il y a également les inégalités, il y a à conquérir de nouveaux droits, il faut renouveler la démocratie, qui est bien malade malgré la démocratie représentative. Il y a toute une série de nouvelles libertés à en conquérir, il y a à maîtriser l'informatique, etc., pour que ça ne devienne pas un nouveau moyen d'oppression, que ce soit vraiment un moyen de libération. De plus en plus, les réseaux sociaux sont détournés de leur objet, à mon avis, à notre avis. Donc, je vous ai posé ces grandes questions, puis on peut en évoquer d'autres. Voilà, je crois que c'est les conditions du combat. Puis il y a le problème fondamental qui nous préoccupe en justice depuis plusieurs années, c'est le fait, que ça a été dit d'ailleurs par, comment s'appelle-t-il, Christian Echulet, c'est que le peuple martiniquais peut disparaître. Bien, parce qu'on est dans un processus de baisse de population, de vieillissement et d'exode massif de notre jeunesse, qui n'a plus confiance dans le pays, et donc, on le voit déjà à travers les chiffres économiques, notamment le PIB, le PIB est freiné par l'incidence de la baisse de la population. Et d'où le pays, quand les gens ne rentrent pas, ils n'investissent pas. Hein. Bien. Donc moins de renouvellement. Ouais, moins de consommation, tout simplement. Moins de consommation, alors, moins de renouvellement. Quand même, dit bonsoir Eddy, le patron de Business News qui est dans les kiosques là, avec le classement des 30 plus chauds, comme dirait Balthazar à l'époque. Ah bon, il y a des gens... Non. On va... Alors, le Business News sort... oui, il est en kiosque. Voilà. Il est en kiosque. Ah bon. Il est sorti aujourd'hui. Et vous avez à l'intérieur la une, donc on la verra la semaine prochaine, c'est qui gère le pays, donc les 500 personnalités les plus influentes. Alors il y en a deux sur ce plateau. Nous, on est hors classement, on ne se met pas. Nous gérons quelque chose? Non, nous, on dit rien tous les deux. Par contre, Mano et Michel sont dans les 500 personnalités qui influent, qui ont de l'importance et qui gèrent le pays. Alors, à double titre pour Michel, puisque Michel est quand même aujourd'hui un élu de la CTM et il est rédacteur en chef de justice. Élu de Fort-de-France aussi. Et alors là... et de la CACEM. Quatre. Alors, c'est même pas la belle. C'est un élu incontournable aujourd'hui. Et je peux pas. Le directeur de publication, le directeur d'antenne et le PDG de Zouk Télévision. Voilà pourquoi j'en parle. Merci. Et vous avez près de 500 autres
individus qui influent directement. Alors le scoop, effectivement, c'est que dans ce numéro, nous publions, comme nous avons décidé de le faire depuis très longtemps, parce qu'on nous a traité de sondage bidon, vous vous rappelez. Donc le dernier en date est le classement des 20 personnalités politiques les plus appréciées de la population martiniquaise. Les plus appréciés ou les plus connus? Non, les plus appréciés. C'est-à-dire que... C'est pas un indice de notoriété. Non, c'est pas un indice. Il y a un indice de notoriété à l'intérieur, ce qui permet d'ailleurs de les mettre ou pas dans le classement. Ok. La première barre, c'est est-ce qu'ils sont connus ou pas. D'accord. Et une fois qu'il y a le classement de notoriété, à ce moment-là, nous posons la question d'opinion positive ou négative. Yeah. Et c'est Alfred Marie-Jeanne qui, pour la première fois depuis 92, est en tête, largement devant toutes les autres personnalités politiques. En deuxième position, il y a Claude Lise. En troisième position, je ne suis pas sûr que ça fasse plaisir à tout le monde, il y a Jean-Philippe Milor qui monte, qui grimpe, et nous on l'a toujours observé, suivi, donc il est en troisième position. En quatrième position, Serge Letchimy qui a chuté, mais bon, ça c'est normal compte tenu des résultats de l'élection. Et puis, il y a des petits nouveaux qui sont rentrés. Par exemple, il y en a un qui est rentré directement, qui avait toujours eu des problèmes de notoriété et qui là est rentré directement à la 10e place, c'est Francis Carole. Et puis, il y a aussi Marcelin Nadeau qui est... Alors tout ça, c'est des résultats directs en fait, de la notoriété, des campagnes de communication liées à l'élection. Catherine Conconne chute très lourdement, elle passe de la 5e à la 15e place, mais elle fait quand même partie des 20 personnalités les plus appréciées. Alors ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais elle a quand même... C'est une réalité. Et c'est surtout, avec Justine Joachim-Arnaud, c'est surtout l'une des rares femmes à être dans ce classement. Il y a aussi... Ghislaine y est aussi. Ghislaine y est depuis très très longtemps. Depuis 92, Ghislaine Joachim-Arnaud a toujours été dans les 10 premiers. Toujours été. C'est incroyable. Ouais. On lui a déjà posé la question, elle n'a pas d'explication particulière, mais c'est quelqu'un qui est aimé de la population. En tout cas, il y a du respect qui est porté à cette femme. Et puis, petite nouvelle également, Karine Mousseau qui fait son apparition, mais c'est lié à l'élection. Voilà. Entre autres. Voilà. Donc, on vous laisse découvrir ce classement dans les pages du Business News. Par contre, si j'ose dire, à l'actuel CTM, il y a quand même pas mal de femmes. Loi oblige. Loi oblige. Le mode d'élection oblige. Tout à fait. La parité, en tout cas sur les listes électorales. On a confondu souvent parité sur les listes et parité dans l'Assemblée. Alors, il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que la parité sur les listes, elle est exigée, mais elle n'aboutit pas forcément à une parité dans l'Assemblée en fonction des résultats des différentes listes. Tout à fait. Alors, puisqu'on parle de ces femmes, ces nouvelles femmes à l'Assemblée, Elie vient nous parler de Karine Mousseau. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui se démarquent déjà, qui font parler d'elles ou qu'on aurait peut-être intérêt à suivre? Est-ce qu'on peut passer la parole à notre représentant? Je rappelle à nos téléspectateurs que le représentant du kiosque à l'Assemblée, c'est Michel Blanchet. Et pas le contraire. Est-ce qu'il y a certaines de ces femmes qui se sont déjà fait remarquer, qui sont sorties du lot, Michel? Je me garderai bien de donner. Non, je ne parle pas de la beauté physique. Non, mais je ne parle pas de la beauté physique. Moi, je parle du boulot, du travail. Oui, sur le plan politique. C'est pour ça qu'il ne veut pas se prononcer. Non, il me semble que c'est un peu tôt. Oui. Il me semble que c'est un peu tôt parce que... il y a eu une phase de prise de responsabilité, notamment à travers les commissions et à travers aussi le conseil exécutif, puisqu'il y a aussi un certain nombre de femmes. Là, il y a parité totale. 4 femmes, 4 hommes. Oui. Alors, moi, je pense qu'il faut leur donner le temps. Non, 5. Non, parce qu'il y a le boss, mais en dessous, 4 femmes. Avec la jeune Aurélie Nella. Voilà. Par contre, celle-là, elle se détache, puisque vous en parlez. Donc, sur tous les plans. C'est aussi une belle femme, je veux dire. Je veux t'entraîner sur un chemin difficile. Je veux dire qu'elle se distingue par la prise en main qu'elle a en particulier de l'enseignement supérieur.
D'ailleurs, puisque nous étions en plénière cet après-midi, une des caractéristiques de ce budget, c'est un engagement beaucoup plus prononcé de la collectivité territoriale dans un domaine qui n'était pas le sien, c'est l'enseignement supérieur. D'accord, très bien. Mais on regarde toutes ces femmes martiniquaises qui mais il faut leur laisser le temps de prendre en main leurs fonctions et leurs dossiers. Hein. Bien. Ouais. Alors, la question que tout le monde se pose ces jours-ci, est-ce que la France est un pays encore gouvernable? Parce que, apparemment... Qui se demande s'il est encore gouverné. Oui, on peut se poser la question, mais de manière générale, est-ce que la France est encore gouvernable dans la mesure où est-ce que la France peut oser faire prendre certaines dispositions face des fois aux grèves qui font reculer l'exécutif? Parce que là, apparemment, Valls s'est arc-bouté sur sa loi, sur l'article 2, il veut par des membres. Il veut par des membres. Alors, lorsqu'on regarde ça de l'extérieur, on se demande, mais finalement, comment est-ce que dans ce pays-là, on arrivera à faire des réformes? Oui, Eddie. Bon, il faut quand même rappeler que c'est le seul pays au monde, peut-être avec l'Angleterre, mais c'est pas comparable, qui a quand même coupé la tête du roi en disant c'est fini. Okay, vous vous rappelez de ça? Donc la mise en cause, c'est ça. Nous y étions. Vous vous rappelez de ça, les mecs? Oui. C'est quand même le seul pays au monde. Bon, il y a eu des assassinats de présidents, il y a eu des exécutions de présidents, mais c'est le seul pays où la révolution, au sens le plus noble du terme, a eu lieu, avec l'exécution du potentat, du tyran. Bon, donc c'est ça l'ADN de la France. Donc, remettre en cause et abattre l'exécutif, les Français savent faire. Hein. Ils ont fait ça même à plusieurs reprises. Bon. Donc, c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir si on gouverne ou non sans le peuple. Et chaque fois que les gouvernements vont s'éloigner de l'ADN de la France, les Français vont rappeler à ça aux gouvernants. À la fois sur le plan électoral, vous allez voir, ça va être ça, mais aussi sur le plan de l'indiscipline, on va dire, des moyens dont ils disposent. Bon. La désobéissance. Ceci étant dit, regardons quand même l'histoire récente. Ce type d'événement, ce type de blocage, ce type de grève, alors, entre parenthèses, ça prouve bien qu'on n'est pas des spécialistes. Hein. Il y a plus fort que nous. Vous êtes d'accord? Parce qu'on dit tout le temps Strike Island, la Martinique, blocage. On est largement en dessous. Hein. Là, ils nous montrent qu'ils sont capables de. Oui, c'est le seul pays de la Caraïbe où les stations sont bloquées. Alors là, c'est pas vrai. Non seulement les stations, là-bas, ils font très fort. Ils bloquent les stations. Ils bloquent les dépôts. Non, mais il y a des stations bloquées. Oui. Ils bloquent des stations. Ils bloquent des dépôts, ils bloquent des raffineries. Ici, si vous touchez déjà aux stations, c'est mort. Mais vous imaginez en Martinique, si dépôt, Sahara bloqué, machin. Bon. Pour revenir à la question principale, et très court, de manière très, très, très rapide, l'histoire montre très clairement que ce n'est jamais l'un ou l'autre des partis qui l'emporte. C'est, au bout d'un moment, tout le monde se met autour d'une table et il y a des concessions. C'était le cas en 2010. En 2010, il y a eu des blocages concernant cette histoire de retraite, vous vous rappelez? Sarkozy a fait voter une loi de réquisition. Personne ne s'en souvient. Mais aujourd'hui, si le gouvernement a les moyens de réquisitionner une station, une raffinerie, et si les salariés ne viennent pas au travail, ils sont immédiatement sanctionnés. Bon, c'est une loi répressive. Donc, aujourd'hui, à mon avis, on va sortir de la crise tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre son téléphone, qui va appeler l'autre, et ils vont, soit de manière publique et officielle, soit de manière, on va dire, en bas-feuille, ils vont régler le problème. Parce que le gouvernement a été très bon dans le timing. Il est extrêmement compliqué de gérer une grève en été. C'est pas possible. Vous pouvez vous appeler CGT, les Français partent en vacances. Les élèves ne vont pas à l'école. Là, dans les 3 semaines qui viennent, c'est fini. Donc, dans les 3 semaines qui viennent, il faut régler la problématique assez rapidement. Et puis, ne pas prendre rendez-vous en septembre, ce sera déjà trop tard, puisqu'en septembre, on sera d'ores et déjà en campagne électorale. Mais quand même, on a l'impression que le syndicat CGT, parce que le syndicat CFDT, semble-t-il, serait d'accord avec cette loi. Et là, on a le syndicat CGT qui semble être un syndicat minoritaire, d'après ce que dit... Minoritaire? Non.
d'après ce que dit le président, d'après ce que dit Manuel Valls, Premier ministre, et qui dit qu'il ne comprend pas qu'un syndicat minoritaire puisse bloquer un pays. Donc, en fait, moi, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'État a les moyens de faire cesser des choses de ce genre? Bien là, aujourd'hui, comme vous parliez tout à l'heure, de l'insoumission, c'est ça, hein, tu as dit la désobéissance. Donc là, l'État, finalement, face à ça, qu'est-ce que l'État peut faire, Michel? Non, moi je veux revenir sur le fond de la question. Le fond de la question, c'est que d'abord... C'est vrai, tu n'as pas posé la bonne question à la bonne personne. Exactement. Non, mais tu poses des questions que tu... je vais te répondre comme Georges Rocher. Tu poses tes questions et moi j'ai mes réponses. Et tu viens avec tes réponses, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Heureusement qu'il n'a pas dit taisez-vous, El Kabash. mais tu crois. Taisez-vous, Granier. Ceci dit, ça manque des hommes politiques de cette envergure-là. Franchement, quand on regarde les débats d'aujourd'hui, on se rappelle de ces débats-là. Bon, alors, pour revenir moi, je reviens au départ. La question de fond, c'est que Hollande n'a pas été élu sur un programme d'assouplissement ou de démolition du Code du travail, d'instauration de la flexibilité, si tant est que ce soit un moyen de créer l'emploi. Bon, un programme libéral. Bon, un programme libéral. Donc, il y a une bonne partie de la gauche, il faut quand même rappeler, 74% des Français sont contre la loi El Khomri, 71% sont contre l'usage du 49.3, c'est-à-dire de faire passer une loi sans vote. C'est ça, le fond du problème. Au-delà des syndicats dits minoritaires. Les syndicats minoritaires, et il est prouvé d'ailleurs que de plus en plus, il y a des sondages qui le montrent, que les Français font grève par procuration. Quand ils ne peuvent pas faire grève eux-mêmes pour des raisons économiques, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur salaire, mais ils sont bien contents, dans certaines grèves, que certains fassent grève à leur place. Ouais. Et c'est exactement dans cette situation. Ça a été le cas pour le CPE, le contrat... Bon, donc... Pour les jeunes, là. Bon, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la manière dont le conflit a été géré. Bon, le gouvernement a tenté plusieurs manières de diviser les... Il a utilisé la CFDT. Bon, la CFDT fait ce que faisait auparavant Force ouvrière. Bon, syndicat réformiste. Réformiste. Bon. Pour être poli, comme lui, il ne peut pas le dire, moi je vais le dire, courroie comment on appelle ça? De transmission du gouvernement. Du gouvernement et du patronat. Bon. Force ouvrière. Force ouvrière. Non, CFDT. Force ouvrière s'est trouvée dans cette position à un moment donné face à la CGT. Aujourd'hui, la Force ouvrière est beaucoup plus à gauche qu'à CFDT. Michel, si tu permets, moi je voulais dire que syndicat réformiste n'est pas forcément un mot mal élevé. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais la CGT se défend. La CGT actuelle dit qu'elle n'est pas contre les réformes. Hein. Elle dit que c'est le contenu. Elle dit qu'elle est pour. Elle a même fait des propositions pour un autre code du travail. Bon. Ça, on ne le sait pas. Alors, la situation actuelle, c'est que. Et la deuxième tentative, c'est d'utiliser les casseurs pour discréditer le mouvement. Bon. Autrement dit, en mettant sur le dos des syndicalistes, bon, c'est un vieux procédé. Tous les gouvernements font ça. Et maintenant, la troisième étape, c'est de dire que les Français sont pris en otage. Bon, mais tout ça, ce sont des vieux trucs de la lutte des classes. Or, et c'est là l'originalité de la France, précisément. La France est un pays de lutte de classe. Il a cité la Révolution, mais je vais citer la Commune de Paris, 1870. Je vais citer 1936, le Front populaire. Je vais citer 1946. Bon, 1968. Autrement dit, il y a une tradition de lutte et il y a encore, dans ce pays-là, y compris à l'intérieur du Parti socialiste, parce qu'il y a un problème à l'intérieur du Parti socialiste. Et on se pose même la question, est-ce qu'il n'y aura pas une scission à l'intérieur du Parti socialiste? Des gens qui n'acceptent pas... Et là, dans la navette reviendra, il se pourrait même que la droite et la gauche unissent leurs voix. Alors, c'est là. Bon. Donc, l'affaire El Khomri pose un problème d'éthique et d'identité pour une grande partie de ceux qui se situent à gauche. Est-ce qu'on peut accepter qu'un président qui se fait élire en disant « je vais mettre au pas la finance », ok? Mon grand ennemi, c'est la finance. Mon grand ennemi se met à démolir le Code du travail. C'est ça la question. Ouais. Oui, Daniel.
Moi, je vais prendre l'affaire sous un autre angle. C'est De Gaulle qui parlait de la chienlit. Et le mot revient ces jours-ci. Devant la multiplication des manifestations, ça fait 8 jours que ça dure. Et contrairement à ce qu'on pouvait croire à un certain moment, ça ne va pas en diminuant, mais en augmentant. Bon, il y a toujours la polémique qui devient ridicule entre les chiffres donnés par la police et les chiffres donnés par les syndicats, parce qu'il y a un tel écart que ça ne veut plus rien dire. Mais en fait, le mouvement est suivi. Ça, c'est indéniable. Ce que je veux dire, c'est que dans certaines manifestations, dans certains motifs de descente dans la rue, la loi El Khomri n'est pas forcément... Disons que c'est un prétexte. Car il y a... Oui, c'est aussi un prétexte. Car il y a des catégories qui ne sont pas concernées. Qui sont peut-être concernées, ou qui ne se sentent pas concernées, mais qui viennent défendre leurs revendications catégorielles. Je fais exprès de dire catégorie et catégorielle. Autrement dit, le climat fait que 72% des Français, on peut dire ça comme ça, avec un raccourci un petit peu abrupt, 72% des Français sont contre le gouvernement de François Hollande, de Manuel Valls, et donc la présidence de François Hollande. Mais les motifs de mécontentement ne sont pas forcément les mêmes. C'est logique. C'est logique. C'est comme ici en 2009, le début de la grève, tout le monde était dans la rue, et puis bon, toutes les catégories socio-professionnelles, tout le monde dans la rue. Et puis après, bon, ça a pris une autre dimension. C'est ça. Donc, là, je pense que Michel a raison. Je crois que c'est Michel qui disait ça tout à l'heure, ou à moins que ce soit dit. Il faut en finir avant l'été, comme ils disent en France. Oui, mais ça va se faire. Ils sont obligés d'en finir avant l'été. On n'imagine pas que ça dure en juillet. A déjà ouvert une brèche, Michel Sapin. Oui, mais il s'est fait recadrer tout de suite. Mais tout ça fait partie du jeu de la politique, je suppose. Et j'ai entendu tout à l'heure que Manuel Valls commençait à desserrer les boulons. Ben oui. Et le président qui, depuis le Japon, dit que le Premier ministre a dit ce qu'il fallait dire. Ouais. Bon, tout ça, c'est le jeu politique. Il y a un proverbe. La pluie dit plus que ça. Ouais, la poussière. La poussière dit plus que ça. Bon, et vont chailler, voilà. Bon, alors, la poussière dit plus que ça, et vont chailler. Bon, que des catégories sociales entrent dans le mouvement à partir de leurs propres revendications sur un mot d'ordre général, mais c'est le bas du syndicalisme. Les travailleurs rentrent en grève à partir de leurs préoccupations en y intégrant les revendications générales. Et c'est ça le rôle d'une confédération responsable, c'est bien. Par exemple, quand les routiers rentrent en grève, ils voient dans la loi El Khomri qu'on va pouvoir imposer des accords en diminuant le taux de rémunération des heures supplémentaires. On va les ramener de 25% à 10%. Mais et comme c'est une profession où le nombre d'heures supplémentaires est important et constitue une partie importante de la rémunération, vu la manière dont ça fonctionne, mais ils entrent dans la grève pour ça. Donc bon, par ailleurs, les travailleurs du pétrole, ils ont une convention collective qui est très intéressante, qu'ils ont arrachée à part des luttes. Ils ne veulent pas qu'on puisse démolir au niveau de la branche. Ils ne veulent pas que Total, dans une raffinerie, avec un pistolet sur la table en disant que les raffineries ne sont plus rentables, parce que c'est ça le problème. Les raffineries ne sont plus rentables du point de vue de Total. Et qu'on va leur supprimer des avantages acquis. Donc, ça fait partie du... Donc il faut rentrer dans le fond. Il parle quand même de ne plus investir 500 millions. Hein. Oui. Ça, c'est un peu du chantage. Donc, les producteurs, enfin, compte tenu du climat économique sur le secteur pétrolier, les producteurs n'ont plus intérêt à avoir, je parle des producteurs, hein, donc Total, Exxon, etc. Leur métier, c'est pas de distribuer de l'essence, hein, c'est d'extraire et puis de livrer à des raffineurs, à des distributeurs, etc. Avant, comme il y avait de l'argent à gagner dans tous les secteurs, tout simplement parce que le coût du baril était hyper élevé, ben, l'intégration verticale, ce qu'on appelle l'intégration verticale, était rentable. C'est-à-dire vous alliez du pompage, de l'extraction du pétrole, jusqu'à la livraison dans votre bac à essence. Tout le monde gagnait, donc eux, ils se sont dit, ben, on va prendre tout ça et gagner de l'argent, faire des économies d'échelle, etc. Aujourd'hui,
comme il y a une baisse majeure des marges, ben, il faut réduire. Parce que tout ça, l'intégration verticale, tu intègres à la fois les bénéfices, mais aussi les charges. Et il y a du monde. Hein, il y a autant il y a peu de monde sur une plateforme pétrolière. Dans les stations-service, il y a du monde. Dans les raffineries, il y a du monde. Dans la distribution, les camions, il faut les conduire. Bon. D'où on délocalise, d'ailleurs, les raffineries dans les pays à bas salaire. Voilà. Bon. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que les gens qui nous écoutent doivent avoir en mémoire que une période de tension sociale comme celle-là est un événement. Et que les événements de ce type se sont déjà déroulés. Donc, il y a en fait une historicité. Voilà. Et il faut donc prendre ces éléments historiques et les comparer. Et c'est ce que font les deux partis. À la fois ceux qui vont dans la rue, ou ceux qui disent aux autres d'aller dans la rue, parce qu'il y a aussi cela. Et puis ceux qui sont dans l'autre camp, gouvernement. Ce sont des gens qui analysent les événements à l'aune de ce qui s'est déjà passé. Et il est clair qu'on ne fait pas passer une loi au mois de septembre. Une loi comme ça, une loi qui impacte le droit social et qui donc va réveiller. On l'a fait passer là, au mois de mai-juin, en sachant que et la plupart des lois difficiles se sont passées comme ça. Or, il se peut très bien, parce qu'il y a eu des exceptions historiques, il se peut très bien que certaines lois sont tellement impactantes sur le droit social qu'elles ne passent pas, malgré le fait qu'il y ait eu la pause de l'été. Des vacances. Voilà. Est-ce que ça vous rappelle un petit peu lorsque Juppé était Premier ministre? Oui. Parce que j'ai un peu l'impression, il y a une telle fronde là que ça me rappelle depuis Juppé. Hein. Oui, ça me rappelle pas tellement les derniers. 95. Ça me rappelle C'est Juppé. une leçon, hein. Non, Apparemment. 1995. Quand on entend ces déclarations, il est prêt à recommencer. Oui, Juppé va recommencer. Enfin, Enfin, il fait tout pour ne pas être élu. Hein. alors, finalement, il y a un cette problème. déclaration. Il fait tout pour ne pas être élu. Finalement, c'est lui qui caracole en tête des sondages. Il y a un souci là. Oui, mais ça, c'est Les sondages, voilà, il y a des tigres. Michel Moitié tire les sondages là. Mais non, mais les Il sondages, s'est retenu. Il a pris du recul. les sondages, ça va, ça vient. Non, Ouais. Aujourd'hui, si les Français devaient choisir, ils ne choisiraient ni Sarkozy, ni Juppé. Hollande. Oui, ça. Bon. Donc, on leur dit, c'est un jeu, c'est vraiment un exercice de style. On leur dit, bon, alors, est-ce que, parce que les gens, ils réfléchissent comment? Ils disent, est-ce que ma réponse aura une conséquence immédiate? On leur dit, mais non, c'est juste pour s'amuser. Alors, si vous deviez choisir. Mais le jour où il va falloir mettre de l'argent sur la table, c'est-à-dire mettre le truc dans l'urne, les gens savent que leur vote a un impact. Et c'est pour ça qu'il y a des décalages souvent, il y a des décalages entre les résultats d'un sondage à une semaine d'une élection comparé à un an. Voilà. Rappelez-vous que les sondages pour l'élection présidentielle de 2012 donnaient Dominique Strauss-Kahn largement gagnant. Et puis il y a eu l'épisode, il y a eu l'accident. L'accident de New York. C'est pas un accident. Dans l'hôtel. Vous pensez que cette thèse-là tient la route? Que c'était... Oui. Ah bon? Il n'y a pas de hasard. Mais de toute façon, s'il n'y avait pas eu cette dame, il y en aurait eu autre chose. Le problème, c'est que c'était prévu. C'était prévu, en janvier. Ouais. Pour que le PS n'ait pas le temps de se retourner et changer de candidat. Oui, parce que Dominique Strauss-Kahn devait gagner les primaires. Largement. Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy a tapé du poing sur la table en disant, mais mec, vous me faites chier, c'est trop tôt. Oui, Daniel. Je voulais revenir aux grèves, là. Oui. Aux grèves actuelles. Il y a quelque chose que nous ne prenons pas en compte du tout. C'est que la France est en état d'urgence. Personne n'en parle plus. On est mort de rire, ça. Personne n'en parle plus, l'état d'urgence. La France qui était si soudée il y a quelques mois, autour des gens massacrés, hein, il faut bien le dire, elle a éclaté. Est-ce qu'on peut prendre le pari? Complètement. Est-ce qu'on peut prendre le pari? Ça, c'est un élément important. Est-ce qu'on peut prendre le pari qu'avant le 10 juin, cette histoire est terminée? Parce que je vous rappelle que le 10 juin, il y a l'euro
Exact. En France. Dommage que Gabriel ne soit pas là. Ah oui, parce que ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, Ça là. fait quand même beaucoup. Parce que les Français ne vont pas vouloir, qu'on les prive d'électricité, qu'on les prive d'essence, parce qu'ils ont... Et de eau. Et de eau. Enfin, et de eau. Moi, je fais confiance. Moi, je fais confiance à la CGT pour tenir compte de ça, parce que la CGT, c'est tout sauf des gauchistes échevelés. Ils ont même tapé sur les gauchistes dernièrement. Bon. On a vu des services d'ordre de la CGT taper sur les radicaux de gauche, entre guillemets. Parce que ce sont des gens qui jouent le jeu de l'adversaire de classe. On peut employer un langage ancien, mais qui en la circonstance, a toute sa valeur. Parce qu'aller taper sur les flics pour salir le mouvement ouvrier, c'est jouer le jeu du pouvoir. Vous avez parlé de Gabriel Galion, ça me fait penser à Cantona qui a taclé drôlement Deschamps. Hein. En disant que c'est un raciste. Ouais. Très clairement. Dans interview dans le Guardian. Ouais. Le Guardian. Le Guardian. Moi, je dis le Guardian. C'est pas les seuls. Tu permets, Magali, c'est pas les seuls. C'est-à-dire, c'est pas lui seul. Tu parles de Cantona ou de Deschamps? Dans ce milieu. Dans ce milieu, ouais, d'accord. Oui, l'entraîneur, rappelez-vous l'entraîneur de Bordeaux qui avait dit que les Noirs étaient bons pour être costauds. Vous vous rappelez de ça? Pour être costauds, mais qu'il fallait, mais qu'il fallait être un peu plus fin pour la stratégie du jeu. Non. Je ne sais pas si on peut dire que Deschamps est raciste, parce que s'il était vraiment raciste... Mais quand on n'en a pas été de même ordre... Oui, non, mais il a dit qu'il était raciste. Je ne sais pas s'il est vraiment raciste. En tout cas, s'il était raciste, il n'y aurait pas autant de Noirs dans l'équipe de France, hein, a priori. Mais je pense qu'effectivement, Deschamps... Peut-être qu'il n'y a pas de blanc suffisamment fort pour remplacer les Noirs. Non, c'est pas ça. Je ne pense pas. Je pense que Deschamps a un vrai souci avec les joueurs d'origine... ou d'ascendance maghrébine. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a aucun joueur d'ascendance maghrébine dans l'équipe de France. Dans les 23. C'est ça qu'on lui reproche. Mais il est content de n'avoir pas pris Benzema avec l'histoire, hein, il paraît. Oui, mais bon, Benzema, mais il y en a d'autres, des joueurs d'origine. Prenons Ben Arfa. Oui. Ça aussi. Alors Ben Arfa n'a pas toujours été très sage. Hein. Il n'a pas eu toujours la langue dans la poche. Il a tapé, effectivement, il s'est exilé, il a dit que la France... Bon, bref, c'est difficile. C'est difficile de reprendre un joueur qui a traité la France de... Bon, et puis le mec de l'équipe de France, bon. Mais globalement, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. La France a un vrai problème avec la race, la multiculturalité, le mélange des gens, etc. La France a un problème avec elle-même. Et on l'a déjà dit sur ce plateau. La France ne s'est pas vue évoluer. Et les fondamentaux de l'ADN français, c'est aussi le racisme. C'est aussi l'antisémitisme. C'est aussi l'islamophobie. C'est aussi... le racisme anti-noir, etc. Ça fait partie de ce pays, comme dans d'autres pays. La France se prend toujours pour un pays judéo-chrétien. On a une ancienne ministre qui l'a affirmé haut et fort. Alors, elle a perdu son poste. Michel disait tout à l'heure là que Christian Issoulé a peur de la disparition du peuple martiniquais, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore compris qu'en France, le peuple français blanc a changé, quoi. C'est plus la même chose. J'espère que nous, on n'aura pas les mêmes réflexes que les Français. Hein. Alors le problème est différent, mais s'agissant de la France, ce que disait Idi, c'est que la France est devenue un pays multiculturel. Et qu'elle ne s'accepte pas comme telle. Une fraction de la France. Mais il n'y a pas que la France. C'est un problème. On regardait les élections en Autriche. Ah ouais. Bon, c'est un problème européen sur fond, et moi je reviens à l'économie et au social, sur fond de déclassement et d'appauvrissement des couches populaires et d'une fraction des couches moyennes qui sont déclassées. Par exemple, en Autriche, c'est ça. Ouais. Donc, le discours identitaire, on va devenir tous l'islam va nous envahir, etc. Mais se déroule, et pourquoi? Parce que dans ces pays-là, l'application des politiques d'austérité par l'Europe
a abouti à appauvrir une partie de la population, à accroître les inégalités sociales. Et il faut bien regarder ce phénomène. Donc, si on poursuit dans ces politiques-là, on est en train de creuser une voie, un boulevard, des Champs-Élysées, pour l'extrême droite. Une voie royale. Ouais. Alors, Mehdi parlait des sondages tout à l'heure, là, justement, et vous avez vu qu'en Autriche, tout le monde pensait que le parti d'extrême droite serait passé haut la main. Parce qu'il avait 15 points d'avance au premier tour. Ben, Boudoum, comme dirait Martelly, voilà. Oui, mais c'est de justesse. C'était de justesse. Le boulet est passé près. Hein. 50,3 contre 49,7. Non, mais la semaine dernière, tout le monde pensait qu'il serait passé. Hein. Oui. Tout le monde pensait la semaine dernière qu'il serait passé. Oui, Donc, une fois de plus, ce que tu expliquais pour les sondages. Les sondages, ça va, ça vient. Ça veut dire ceci, c'est qu'il y a eu quand même dans ce pays-là, et j'espère que ça va se produire en France, il y a eu un sursaut. Oui. L'intelligentsia, quand même, notamment les intellectuels, ont fait des appels, des pétitions, des gens. Et puis d'autre part, la gauche écologiste et la gauche traditionnelle, et la gauche social-démocrate, ont su se réunir. C'est pas pour venir au secours des sondages, parce que c'est mon métier, mais il faut définitivement que les acteurs politiques considèrent que c'est un outil d'aide à la décision. Revenons sur la CTM. Les gens nous ont dit, OpenSoft, vous avez fait des sondages bidons disant que Letchimy allait gagner. Dès le premier tour. Non, ça on l'a jamais dit, non. L'idée est la suivante. La répartition des résultats du sondage disait la chose suivante. Si il y a 3 listes au deuxième tour, la liste Letchimy l'emporte. L'emporte, c'est vrai. OK. Et ça me fait plaisir quand je rencontre Jean-Philippe Milor ou quand j'ai rencontré Alfred Marijan de leur dire heureusement qu'on a fait un sondage. Parce que ça veut dire quoi? Ça voulait dire que le sondage disait qu'au deuxième tour, en l'état actuel des choses, voilà, à un moment donné, on vous dit la chose suivante, s'il y a 3 listes, Letchimy gagne. Il ne gagne pas avec la majorité. Donc, l'intelligence d'Alfred Marijan ou de Yann Monplaisir, je ne sais pas lequel des deux, puisque Yann Monplaisir dit que moi je n'ai pas bougé, c'est Alfred qui est venu me voir. Et Alfred n'a jamais dit ça. Hein, n'a jamais dit ça. Bon, l'intelligence des deux a été de dire, ah ben, comme lui ne fait pas 50% ou plus de 50% au deuxième tour, ça veut dire que nous, rassemblés, on est supérieurs. Et ils regardent le sondage et ils disent, si on se met ensemble, on le gagne. Le sondage le dit. Il ne le dit pas parce qu'on n'a pas fait de sondage sur 2 listes, on a fait un sondage sur 3 listes. Mais l'analyse intelligente du sondage dit, attention, Letchimy, au deuxième tour, ne fait pas 50%. Donc, nous, en nous additionnant, on fait 50%. C'est exactement ce qui s'est passé. Dans la réalité, au premier tour, il y a 60% de gens qui n'ont pas voté pour Letchimy. Mais le sondage du premier tour de Letchimy, le sondage du premier tour que nous avons fait, dit Letchimy gagne le premier tour. Il gagne le premier tour. Il ne gagne pas au premier tour. Il est en tête au premier tour. Il n'a pas la majorité. Il avait 39%. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a personne n'est venu me dire au soir du premier tour, vous avez fait un sondage bidon. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est donc, pour revenir là, en Autriche, les types, une semaine avant, ils disent, attention, on est battu de 15%, il va falloir qu'on fasse campagne. Et les deux partis, le parti social-démocrate et le parti conservateur, ont fait campagne auprès de leurs électeurs traditionnels, qui sont les électeurs les plus riches, et il a raison. Les électeurs les plus riches, ceux qui votent ne serait-ce que par correspondance, on sait que les électeurs les plus riches votent par correspondance. Mais c'est là qu'ils ont gagné. Mais c'est là qu'il a gagné. Il a gagné. Il y avait 700 000 votes par correspondance. Ouais. Et c'est l'écart de voix est venu de ces votes-là, tout simplement parce que les partis en question ont dit, attention, si on laisse faire, si on ne fait pas bouger les choses, eh bien, le sondage aura raison. Donc l'intelligence, c'est de dire, voilà le sondage à l'heure qu'il est, voilà ce qu'il faut faire. Dernier exemple, au moment des élections présidentielles, François Hollande est crédité de 6,5 points. C'est à ne rien comprendre. Il est crédité de 6,5 et il part de là et il dit, aujourd'hui, mon adversaire principal, qui est Dominique Strauss-Kahn, est hors jeu.
il est hors jeu. Donc, aujourd'hui, les sondages qui ont suivi l'événement Dominique Strauss-Kahn donnent immédiatement François Hollande en tête des intentions de vote à la primaire socialiste. Et il remporte la primaire socialiste. Et l'élection présidentielle. Ce qu'il faut surtout... Enfin, moi, je tire la conclusion, c'est que par conséquent, l'action politique, contrairement à ce que disent certains, n'est pas inutile. Non, au contraire. Que les sondages sont un des instruments, mais que ce qui est décisif, c'est la mobilisation, et que le fait d'aller trouver l'électeur, de lui parler, etc., est important, et que par conséquent, contrairement à ce qu'on dit, il ne faut pas dire que la politique, ça ne sert à rien, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le sondage n'est pas la marque définitive du destin. C'est faux. Prenons notre exemple. On ne parle que des résultats, mais par exemple, nous, ce qu'on fait de manière permanente, ce sont des sondages de notoriété sur des candidats. Vous ne pouvez pas gagner une élection si vous n'êtes connu que de 3% des électeurs. Donc, quand on donne le résultat à la personne qui l'a commandé en lui disant « mais cher ami, il va falloir prendre des décisions en matière de communication et de notoriété », mais c'est ce qu'ils font dès le lendemain. Ils disent « tu es un bon candidat, mais tu n'es pas connu des gens qui doivent voter pour toi. Eh bien, on va aller sur le terrain, on va aller en télévision, on va faire de la communication. » Et c'est ça qui est intéressant. Mais le sondage finalisé donnant les résultats, ce n'est pas des magiciens. Autrement dit, il faut sortir des appareils. Ah, mais complètement. Alors, nous parlions d'Alfred Marie-Jeanne il y a quelques instants. Oui. Vous avez entendu ce qui s'est passé cette semaine concernant le lycée Schellcher. On a sorti d'Alfred Marie-Jeanne dans les médias, le préfet qui propose à Cajou 1, Alfred Marie-Jeanne qui dit qu'il s'agit que c'est un complot politique pour sauver le soldat de Chimie. En fait. Il n'y a pas de soldat de Chimie. Un soldat perdu. Un soldat. Alors, fin observateur de la vie politique, qu'est-ce que vous pensez de tout ça finalement? Bon, la première chose, c'est que je trouve ça triste parce qu'on est en train de compliquer un problème qui est un problème, de mon point de vue, simple. Ce que le préfet dit? Moi, je pense que... Non, tu parles de toute liste? Oui. Non, moi, je pense que le préfet n'aurait pas dû se mêler de cette affaire. Bon, alors, ceci dit, légalement, on m'a expliqué qu'il est parfaitement dans son droit. Oui. Parce qu'il faut bien savoir que les lycées sont de la responsabilité en ce qui concerne les bâtiments et l'intendance, les lycées et collèges, de la responsabilité des collectivités, maintenant la collectivité unique, puisqu'elles sont réunies. Bon, l'enseignement, le contenu de l'enseignement, c'est le rectorat. Et donc l'État. Mais dans cette affaire, il y a aussi un problème de... L'argument qui a été donné, c'est l'argument de la sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas les conditions de sécurité réunies à Bellevue. C'est sûr. Bon. Alors, en tout cas, il suffit de regarder, de passer devant le lycée Schellcher, de voir le mur et les arbres qui poussent. Et ce mur qui est là, où quand j'étais gosse, on se rassemblait là, il peut s'effondrer à tout moment, parce que non seulement il y a des arbres, mais il y a des phénomènes hydrauliques par derrière. Okay? Autrement dit, la nécessité de reconstruire ce lycée, que certains contestent. Certains contestent même qu'il y a un problème sismique, en disant que ça a été construit dans la roche et que c'est indestructible. Bon. Mais un honorable professeur... La poussière dit plus qu'il s'avance. Un honorable professeur, ancien dirigeant du SNES, avec qui j'ai eu une conversation que je ne nommerai pas, mais qui a une petite queue de cheval. Oui, on l'a vu à la télé hier. Bon. Ça, je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que même, si jamais il y avait... Bien sûr. Si jamais il y avait un événement, je ne le souhaite pas, mais s'il y avait même un tremblement de terre de force 6 ou 7, bon, et que quelques élèves soient simplement égratignés, il dirait que les autorités n'ont rien prévu. Alors, Daniel. Je n'ai pas la même lecture que Michel, ça ne saurait étonner personne. Michel fait de la politique. Là. Non, il fait pas de la politique. Mais oui.
Toi, tu es un ex-enseignant. Tu es un ex-enseignant. Le préfet ne fait pas de politique, bien sûr. Attends, mais bien sûr. Le préfet est dans son rôle. Hein. Non. Il représente l'État. Non. Il représente l'État. Allons-y. Laissons le préfet de côté. Oui. Parlons du lycée Schellcher. Personne de sensé, de sérieux, ne dit qu'il ne faut pas détruire et reconstruire le lycée Schellcher. Alors, laissons ça tomber. Le monsieur à queue de cheval dont tu parles n'a jamais dit qu'il ne faut pas toucher au lycée Schellcher. Oui. Non. Le problème, c'est au niveau des solutions. Et comment dirais-je, la pratique, si je puis dire, prouve que toutes les solutions envisagées sont des solutions, pour parler très vite, bidons. Pour parler vite. Alors on se dirige vers la solution Bellevue n'était pas jouable. La solution Tartanson, encore moins. La solution Acajou 1, où on fout dehors les élèves d'Acajou 1, ce qu'on a oublié de dire, on fout dehors les élèves d'Acajou 1 pour mettre les élèves du lycée Schellcher. Donc le préfet fait de la politique, là. Mais laissons le préfet de côté. Mais oui, mais c'est lui qui propose vous, ça. à la CTM, vous voulez en faire une affaire d'État. Je fais exprès de dire une affaire d'État. Tu vas le provoquer. Quelle est la solution aujourd'hui? Est-ce qu'on retourne à Victor Fouche? C'est la seule solution, mais on a perdu 6 mois. C'est la seule solution de finir les travaux de Victor Fouche, qui seront malheureusement, me semble-t-il, difficiles à terminer d'ici la prochaine rentrée. Parce que ce qui se passe pour le moment, c'est qu'un lycée, c'est quoi? C'est 3 niveaux. Seconde, première, terminale. J'enfonce des portes ouvertes exprès. Qu'est-ce qui se passe pour la prochaine rentrée? Il y a de moins en moins d'inscriptions de jeunes au lycée Schellcher. Donc, il y aura beaucoup moins de secondes, donc encore moins de première et encore moins de terminale. Et on va arriver à quelque chose. On a réglé le problème. Il n'y aura plus d'enfants pour le lycée Schellcher. Voilà, le lycée Schellcher terminé. Et comme ça, il y en a qui seront très contents. Il y a quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Il faut absolument que les enfants du lycée Schellcher sortent de ce lycée. On est d'accord. Parce qu'il peut s'effondrer à tout moment. Mais il faut quand même dire les choses. Il faut dire la vérité aux parents. Les gens qui considèrent que leurs enfants sont en sécurité au lycée de Bellevue se trompent. Aussi, c'est vrai. Et personne n'en parle. Donc nous, on va en parler. On doit dire aux parents qui se moquent des enfants ou des parents de Schellcher que leurs enfants au lycée de Bellevue et au lycée technique, qui ont été construits au même moment, ok? Technique d'abord, Bellevue ensuite, qui ont été construits sur les mêmes modes architecturaux, peuvent s'effondrer à tout moment. Vous avez vu, vous connaissez ces tours, enfin ces bâtiments, ok? Il y a la même problématique, ok? Alors il y a des gens qui disent, ah ouais, mais au lycée Schellcher, il y avait du sel dans le sable, ce qui fait, mais c'est pas... Le tremblement de terre ne va pas chercher à savoir s'il y a du sel dans le sable. Hein. Le tremblement de terre va faire basculer des bâtiments qui n'ont à aucun moment une structure architecturale capable de résister. Okay? Et on l'a vu récemment dans un certain nombre de pays qui se vantent. Le Japon, la ville de Kobe, okay? Qui a été la ville modèle en matière de construction. Quand vous passez un 9,5 degrés sur l'échelle de Richter ou un 8, ok, c'est fini, c'est terminé. On envoie ça. Aucun bâtiment public, scolaire, on parle des scolaires, parce que c'est ça qui nous intéresse, ne résistera à un tremblement de terre de 7,5 degrés. Donc, la problématique, elle est globale. Alors, c'est pas la peine de faire des débats sur l'avenir, machin fou, je sais pas ça. C'est pas ça le problème. La problématique, elle est la suivante. Et je vais quand même vous raconter une histoire. J'ai été avec un député martiniquais au ministère de l'Outre-mer il y a plus d'une dizaine d'années. Je l'emmenais voir un pote à moi. Je ne vais pas citer le nom du député. Je l'emmène voir cet ami et il lui pose des questions et on aborde la problématique des fameux risques naturels majeurs qui était un des... Il n'est plus député aujourd'hui, un des risques majeurs. Et mon pote dit, on va voir le directeur de cabinet du ministre. On va voir le directeur de cabinet du ministre.
Et le député s'enflamme un peu en lui disant « Monsieur, vous savez qu'il faut reconstruire, vous savez qu'il faut changer les bases, etc. » C'est un autre Alfred, ça. Non. Bougar était là, c'est un autre Alfred, si tu veux. Il était là, il gardait député. Il dit « Monsieur, l'argent, vous le voulez avant ou bien après ?» Parce qu'on ne va pas vous le donner 2 fois. D'accord. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, on vous le donne avant pour le confortement, mais confortement ou pas, il est tombé. OK? Puisque le manière est construit là, il n'est pas bon. Donc, nous sommes obligés de ribarli après. Eh bien là, nous décidons que nous sommes après. Voilà la réalité. Alors, la réalité. Pour mémoire, vous avez les chiffres en tête. Le séisme le plus terrible qu'on a eu ici sur l'échelle de Richter, c'est quel numéro? 7,5. 7,5. Mais heureusement, à profondeur. Il était à 100 km à profondeur. S'il était 50 km plus haut, ok. Haïti, il y a la profondeur et il y a la durée. Haïti, c'était combien? Bon, ceci dit, ils n'ont pas Haïti, c'était 7, mais attention. Ouais, ils n'ont pas les mêmes bâtisses. Non, c'est pas ça. Haïti, il était pas loin du lieu qui a été touché. Il était juste en dessous. Et il n'était donc il était à 7 degrés, c'est pas énorme, à 50 km de profondeur. D'accord. Boudoum. Donc nous ici 7,5, on a connu 7,5. Vous avez vu 7,5 et puis l'épicentre n'était pas juste en dessous de Fort-de-France. Voilà. Il était dans l'océan. Non. Il était dans l'océan. Dans la mer Caraïbe. Oui, dans la mer. Il n'était pas en Atlantique, il était dans la mer Caraïbe, à 100 et quelques kilomètres de profondeur. Et vous avez vu les dégâts que ça a occasionné? On parle bien du dernier séisme. Oui, le gros de novembre 2007. Ok, vous avez vu les dégâts. Ouais. Les messageries postales, là, c'est fini. Hein? Ok, etc. Il y a des collèges qui sont terminés, fermés, etc. Donc, c'est une problématique grave quand même. 50 kilos. Donc, il faut que... C'est vraiment un débat où tous les Martiniquais doivent s'asseoir en disant, bon, messieurs, allons arrêter de mentir aux gens. Vous mettez, ok, imagine le truc, tu mets 2000 gosses au lycée de Bellevue, ok, 1000 gosses plus 1000 enseignants, etc. Et puis le lendemain, il y a un tremblement de terre. Eh bien, c'est 4000 morts. 4000 morts. Ok, il faut arrêter, il faut qu'on arrête de dire des bêtises, il faut qu'on s'assoie et qu'on trouve une solution. Et à mon avis, la solution, faut pas se raconter des conneries. La solution, c'est quoi? C'est de dire, bon, d'attendre encore un petit peu, parce que, en priant pour que ça ne s'effondre pas, et en disant, ben, écoutez, vous voulez garder votre communauté, parce que les travaux, ils ne vont pas durer 1 an. Les travaux de reconstruction du lycée Géja ne vont pas durer 1 an. Ils vont durer, allez... Ils ne vont pas durer seulement 1 an. Allons être optimistes. Mettons 5 ans, pour que tout soit nickel, machin. Donc, vous ne voulez pas disparaître en tant qu'entité scolaire. Eh bien, voilà ce qu'on va faire. On va prendre un stade. Hein? Nous avons fait ça, puisque Haïti a fait ça. On prend un stade, on récupère le stade, puisqu'il y a des stades qui ne servent à rien. Okay? Je ne vais pas citer de nom pour éviter aux municipalités de s'énerver. On prend un stade, on réquisitionne un stade, c'est suffisant en termes de superficie. On met des Algeco, Et on a déjà acheté 52. Mais on les pose sur le terrain, ça sera tout plat, ça ne va pas s'effondrer, ok, il n'y aura pas personne. Et puis on met les gosses là pendant un certain nombre de temps. Il y a des pays qui l'ont déjà fait, même de grands pays qui l'ont déjà fait. On nous fait ça, comme ça, nous tranquille. Puisque ça n'a pas qu'à prendre 6 mois d'y mettre 50 Algeco. On nous mettait là, ou 200 Algeco, c'est pas grave, on va le faire. Et puis on est tranquille. Tandis que là, on est parti dans des trucs... on ment aux gens. Les gosses du lycée de Bellevue peuvent à tout moment être concernés, eux aussi, par un effondrement de leur bâtiment. Et ils le savent. Pourquoi Félix Mérine a eu 5 mises à pied, 5 mises à pied de Félix Mérine pour 5 courses? Non, c'est parce qu'il clignote déjà là-bas. Je voulais juste savoir votre avis sur ça. Ben, il paraît qu'il a fait un SIAC dans une course et que ses propos ont été un peu durs. Mais bon, on se demande, en fait, tous les gens qui s'intéressent au YOL, enfin, nous principalement, puisque bien sûr. On aime ça. People YOL. Voilà, et on les suit chaque année, on est très proche d'eux. Si ce n'est pas un moyen, à la veille du tour, d'éliminer le favori. Voilà. Maintenant, il faut reconnaître que souvent, on entend parler des sportifs de haut niveau. Je mets Félix Mérine dans sportif de haut niveau. Bien sûr. On entend parler des sportifs de haut niveau quand ils dérapent.
quand il dérape verbalement, notamment. Parce que je me demande si la sanction qui frappe Félix Mérine n'est pas due davantage à ses propos qu'à son sillac, comme on disait tout à l'heure. Oui, c'est le propos, c'est le propos. C'est le propos. Mais rassurons quand même il sera là pour le tour téléspectateurs. Il sera là pour le tour des Oui. Alors, dernière chose, rapidement, Bonofa, ça vous parle? Oui, ça nous parle. Ouais. Ça nous parle. Parce que Près de 20 000, combien? 2 000 ou 20 000 Martiniquais pris au piège? Il faut dire aux Martiniquais d'arrêter de se faire couillonner par les structures pyramidales. Ouais. Depuis qu'ils viennent chercher les autres. Rappelez-vous une affaire qui t'avait concerné, sur laquelle tu avais enquêté. Ouais. Une histoire de Airplane. Tu te rappelles de ça? Airplane. Donc, il y en a eu d'autres. structure pyramidale. Donc, il y a un moment, il ne faut pas que les Martiniquais viennent nous embêter en nous disant « Ouais, ces messieurs, les Ovini ou les autres, ils disent rentre dedans. C'est ça, rentre dedans, tu vas gagner de l'argent. » Dis c'est mon non. Ouais. On nous finit avec ça. Mais vous vous rendez compte combien de fois la Triumph a été remplie par des gens, c'est incroyable. Ça. Ouais. On peut se poser la question de savoir qui avait donné l'autorisation. Oui. Oui. Qui avait donné l'autorisation pour que... Sous un prétexte culturel. Non, mais c'est vrai que. C'est les artistes. Il y a une forme de crédulité qui est assez désarmante dans notre pays. Non, mais Airplane, il semblerait que c'est quelque chose qui se passait tranquillement chez les Békés. Et c'est quand. Parce que les Békés sont plus intelligents que nous? Non. Ils se sont fait plumer de la même manière. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que quand Airplane, beaucoup de personnes se sont emparées de ça. Tu vois des voitures quelque part, c'était plus pour une veillée mortuaire, c'était pour ça. Alors que, bon, généralement, ces messieurs qui avaient 12 personnes pas d'eau. Parce qu'il y avait des mecs qui sortaient de là chaque soir avec 50 000 ou 100 000 francs en liquide. Et puis les banques commençaient à se plaindre puisque... Il n'y a plus de liquide. Messieurs, je vous remercie beaucoup une fois de plus pour l'information que vous portez à nos téléspectateurs. Merci de nous inviter. Et je pense que j'arriverai à convaincre ce gars-là qu'il faut nous donner plus de temps. Cette lumière vive commence à me donner mal à la tête. Le gars en question, c'est le directeur de la station. Merci beaucoup à tous les trois. Bon week-end et puis à bientôt. À bientôt. Ok, bye bye. Ah mon Dieu. Je vais convaincre le gars en question.